Ce que je suis sur le point de vous raconter va mettre beaucoup de gens mal à l'aise. Et c'est précisément pour ça que vous avez besoin de l'entendre. Il circule dans les cercles géopolitiques les plus sérieux du monde une analyse qui propose quelque chose qui, la première fois qu'on la lit, semble impossible. Qu'Israël n'est pas l'allié des États-Unis. Qu'Israël en est le successeur. Que ce que nous voyons au Moyen-Orient n'est pas un conflit régional. C'est le plus grand transfert de pouvoir impérial du XXIe siècle. Et que quand il sera terminé, le monde fonctionnera sous une hégémonie entièrement nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer cette analyse point par point. Je vais vous dire ce qu'elle a de solide, ce qu'elle a de controversé, et pourquoi, que vous soyez d'accord ou non avec ces conclusions, l'ignorer serait une erreur. Mais pour bien la comprendre, je dois d'abord vous ramener en arrière. Très en arrière. Parce que cette histoire ne commence pas avec Israël. Elle commence avec quelque chose de beaucoup plus ancien, le schéma historique de la façon dont les empires meurent et dont naissent ceux qui les remplacent. L'histoire des empires a une logique qui se répète avec une régularité troublante. Rome n'est pas tombée parce qu'une armée étrangère l'a détruite de l'extérieur. Rome est tombée parce qu'elle s'est trop étendue, a dépensé plus qu'elle ne produisait, a délégué sa défense à des mercenaires qui sont devenus progressivement plus puissants que leurs employeurs, et a perdu la cohésion interne qui l'avait rendue grande. L'Empire britannique n'a pas été vaincu militairement. Il a été progressivement supplanté par les États-Unis, qui furent d'abord son allié, puis son financier, puis son égal, et finalement son substitut. Quand le pouvoir hégémonique s'affaiblit, il ne disparaît pas d'un coup. Il se transfère. Et presque toujours, il se transfère vers celui qui était déjà dans l'orbite du pouvoir précédent, qui en connaissait déjà les mécanismes, les réseaux, les secrets. C'est le cadre historique depuis lequel l'analyste Jang Tsukin propose de lire ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis et Israël. L'argument central est le suivant, les États-Unis sont en décadence impériale. Ce n'est pas une opinion controversée dans les cercles académiques sérieux. C'est pratiquement un consensus. La dette publique américaine dépasse les 34 000 milliards de dollars. Son infrastructure est dégradée. Sa cohésion sociale est fracturée. Sa capacité à projeter de la puissance militaire sur plusieurs fronts simultanément est remise en question par ses propres généraux. Et surtout, sa volonté politique d'assumer les coûts du leadership mondial est clairement en déclin. Trump n'est pas la cause de ce retrait. Il en est le symptôme le plus visible d'une tendance qui se développe depuis des décennies. Or, quand un hégémon se retire, le vide ne reste pas vide. Quelqu'un le comble. Et la question que Tsukin posait, qui a les conditions pour le faire? C'est là que l'analyse devient vraiment provocatrice. Parce que sa réponse n'est pas la Chine, bien que la Chine soit la candidate évidente dans la plupart des analyses conventionnelles. Sa réponse est Israël. Et le mécanisme par lequel il propose que cela se produise, il l'appelle le schéma mercenaire. Expliquons ce que ce terme signifie exactement, car c'est le cœur de tout l'argument. Dans l'histoire impériale, le schéma mercenaire décrit une dynamique spécifique. L'empire en décadence, incapable de soutenir seul tous les coûts du maintien de l'ordre mondial, commence à sous-traiter cette fonction. Il délègue l'usage de la force, du renseignement, de la capacité opérationnelle à un acteur plus petit mais plus efficace, plus uni, plus disposé à payer le coût humain et politique des opérations que l'hégémon ne veut plus assumer directement. Cet acteur sous-traité agit initialement au nom de l'Empire. Il mène ses guerres, maintient ses routes commerciales, protège ses intérêts énergétiques. Mais avec le temps, à mesure que l'Empire s'affaiblit et que le sous-traitant se renforce, la relation s'inverse. Le mercenaire cesse d'être un instrument et devient le pouvoir réel. L'Empire, désormais trop faible pour se passer de lui, finit par dépendre de son ancien employé. Et au moment où cette dépendance devient totale, le transfert de pouvoir s'est accompli, même si personne ne l'a officiellement déclaré. Tsukin soutient que c'est exactement ce qui se passe entre les États-Unis et l'Israël. Voyons les éléments concrets qui soutiennent cette lecture. Premièrement, la capacité opérationnelle. Israël dispose aujourd'hui de l'une des armées les plus sophistiquées et les plus efficaces du monde en termes de renseignement, de technologie militaire et de précision des opérations. Son système de défense antimissiles, sa capacité de cyberguerre, son réseau de renseignement dans toute la région, sa disposition à opérer sur plusieurs fronts simultanément, tout cela représente une capacité que les États-Unis valorisent énormément mais sont de moins en moins disposés à développer et déployer directement. Quand Israël bombarde des positions iraniennes en Syrie, quand il élimine des scientifiques nucléaires, quand il opère en territoire ennemi avec une discrétion qu'aucune autre armée occidentale ne peut égaler, il fait le travail sale dont Washington a besoin mais qu'il ne peut plus ou ne veut plus faire directement.
Deuxièmement, la cohésion interne. C'est peut-être l'argument le plus puissant de Xuqin. Les élites financières mondiales, le groupe d'acteurs qui détermine réellement vers où coule le capital et le pouvoir sur le long terme, cherchent un hégémon prévisible, stable et uni. Les États-Unis comptent 330 millions de personnes profondément divisées sur pratiquement tout, leur rôle dans le monde, leurs priorités fiscales, leurs alliances internationales. Tous les 4 ans, le pays peut changer complètement de direction politique. C'est une énorme source d'incertitude pour tout acteur ayant besoin de planifier à long terme. Israël, par contraste, fait preuve d'une unité nationale autour de ses objectifs de sécurité et d'expansion régionale qui transcendent les changements de gouvernement. Indépendamment de si la droite ou la gauche gouverne, il existe des consensus fondamentaux qui ne bougent pas. Cette prévisibilité a une valeur immense en géopolitique. Troisièmement, le contrôle des ressources stratégiques. Xuqin souligne que la transition hégémonique, si elle se produit, impliquerait qu'Israël prendrait le contrôle effectif de 3 éléments fondamentaux du pouvoir régional, les routes commerciales, l'énergie et le renseignement. Les routes commerciales en Méditerranée orientale et en mer Rouge. L'énergie, aussi bien le pétrole et le gaz du Golfe Persique que les immenses gisements de gaz naturel découverts en Méditerranée orientale ces dernières années, dont beaucoup se trouvent dans des zones qu'Israël considère comme relevant de sa sphère d'influence. Et le renseignement, qui est déjà aujourd'hui probablement le plus pénétrant et le plus efficace de toute la région, avec des actifs dans pratiquement tous les pays du Moyen-Orient et des connexions avec des réseaux de renseignement du monde entier. Quatrièmement, l'épuisement délibéré des ressources américaines. C'est l'élément le plus troublant de l'analyse et aussi le plus difficile à vérifier. Xuqin suggère que les conflits continus au Moyen-Orient, loin d'être simplement le résultat de tensions historiques et religieuses insolubles, fonctionnent en partie comme un outil pour épuiser la puissance américaine. Chaque guerre dans laquelle les États-Unis s'impliquent dans la région et Irak, Afghanistan, Syrie, Yémen consument des ressources humaines, financières et de crédibilité que Washington ne peut pas récupérer facilement. La guerre en Irak a coûté entre 2 et 3 000 milliards de dollars et a laissé les États-Unis avec une profonde aversion pour l'intervention terrestre au Moyen-Orient. L'Afghanistan a ajouté un autre millier de milliards et une défaite humiliante. Chacun de ces conflits a affaibli l'hégémon et, selon cette lecture, a ouvert la voie aux successeurs pour prendre position. À ce stade, je dois faire quelque chose que je crois absolument nécessaire quand on analyse un argument de cette nature. Je dois vous présenter également les critiques sérieuses et les limites de l'analyse. Parce que ce n'est pas un évangile. C'est une hypothèse. Et comme toute hypothèse, elle a des zones de solidité et des zones de faiblesse. La critique la plus forte qu'on puisse faire à l'argument de Xuqin est celle de la taille et de l'échelle. Israël est un pays de 9 millions de personnes. Les États-Unis en ont 330 millions. La Chine en a 1,4 milliard. L'hégémonie mondiale a historiquement requis non seulement une capacité militaire et un renseignement performant, mais une masse démographique critique, une capacité productive à l'échelle et une profondeur économique suffisante pour absorber les chocs mondiaux. Israël, aussi sophistiqué que soit son appareil militaire et intellectuel, n'a tout simplement pas cette échelle. Il ne peut pas remplacer le dollar comme monnaie de réserve mondiale. Il ne peut pas fournir les biens et services dont le monde a besoin à l'échelle qu'offre l'économie américaine ou chinoise. La deuxième critique est celle de la légitimité. Le pouvoir hégémonique requiert non seulement la capacité d'imposer sa volonté, mais un certain degré d'acceptation ou du moins de résignation de la part des acteurs qui se retrouvent sous cette hégémonie. Les États-Unis, dans leur meilleur moment, ont construit cette légitimité à travers des institutions internationales, des récits de liberté et de démocratie, et la fourniture de biens publics mondiaux comme la sécurité maritime. Israël, dans le contexte actuel, a une légitimité profondément remise en question dans le monde arabe, dans le monde en développement, et de plus en plus en Europe elle-même. Une hégémonie sans légitimité doit se baser exclusivement sur la coercition, et cela génère historiquement des résistances qui finissent par la détruire. La troisième critique porte sur l'agence des élites financières. Xuqin suppose qu'il existe un groupe d'acteurs avec suffisamment de vision à long terme et de coordination pour orchestrer délibérément une transition hégémonique. C'est, au minimum, difficile à vérifier. Les élites financières mondiales ont des intérêts énormément divers et fréquemment contradictoires. L'idée qu'elles misent de façon coordonnée sur Israël comme successeur impérial requiert un niveau de planification et de consensus que les preuves disponibles ne soutiennent pas clairement. Cependant, et c'est important, le fait que l'argument ait des faiblesses ne signifie pas qu'ils doivent être écartés. Les analyses les plus provocatrices sont souvent les plus utiles précisément parce qu'elles nous obligent à remettre en question les cadres que nous tenons pour acquis.
Et il y a quelque chose dans l'analyse de Xuquin qui est indéniablement juste, que l'on accepte ou non la conclusion sur Israël comme successeur impérial. Ce qui est indéniablement juste, c'est ceci, nous vivons une transition hégémonique. L'ordre mondial construit après la Seconde Guerre mondiale centré sur la puissance américaine, les institutions de Bretton Woods, le dollar comme monnaie de réserve et la projection militaire mondiale de Washington, cet ordre est remis en question depuis de multiples directions simultanément. La Chine défie l'hégémonie économique. La Russie défie l'ordre de sécurité européen. Le Sud global défie les récits qui ont justifié cet ordre. Et les États-Unis eux-mêmes, de l'intérieur, s'interrogent sur la valeur des coûts du leadership mondial. Dans ce contexte de transition, le rôle d'Israël dans la région et dans la géopolitique mondiale mérite une analyse beaucoup plus sérieuse et plus honnête que celle qui se fait généralement. Parce qu'Israël n'est pas simplement un allié de plus des États-Unis. C'est un acteur avec son propre agenda, avec une vision à long terme sur son rôle dans la région et avec une capacité d'influence dans les centres de pouvoir occidentaux qui est disproportionnée par rapport à sa taille. Est-ce que ça signifie qu'Israël deviendra le prochain hégémon mondial ? Probablement pas, du moins pas dans les termes où l'analyse de Xuquin le pose. Mais ça signifie que dans le réordonnancement à venir, Israël va jouer un rôle beaucoup plus central que la plupart des analyses conventionnelles ne le reconnaissent. C'est là que je veux connecter cette analyse à ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, parce que la théorie abstraite prend une dimension complètement différente quand on la lit en parallèle avec les événements concrets. Revenons un instant à l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Rappelons la réaction d'Israël. Nous soutenons la trêve, ont-ils dit. Mais ce cessez-le-feu ne nous inclut pas. Et aussitôt après, sensible au Liban en 10 minutes. Lu depuis le cadre conventionnel, cette action semble contradictoire. Comment peut-on soutenir une désescalade et en même temps lancer sa plus grande attaque coordonnée depuis des années? Ça semble incohérent. Lu depuis le cadre de Xuquin, ça a une logique parfaite. Israël démontre exactement ce que l'analyse décrit, que son agenda est indépendant de celui de Washington. Qu'il n'a pas besoin du parapluie diplomatique américain pour agir. Qu'il peut opérer en totale autonomie même au moment où son principal allié négocie une trêve avec son principal adversaire régional. Ce n'est pas le comportement d'un subordonné. C'est le comportement d'un acteur qui se considère déjà souverain dans ses décisions stratégiques fondamentales. Et cela rejoint quelque chose que les analystes de la région observent depuis des années mais qu'on dit rarement clairement, la relation entre Israël et les États-Unis a changé de nature au cours des 2 dernières décennies. Ce n'est pas qu'Israël fait simplement ce que Washington veut. De plus en plus, c'est Washington qui a besoin d'Israël pour maintenir certains équilibres dans la région, et cette dépendance donne à Tel Aviv une marge de manœuvre qu'aucun autre allié américain ne possède. Pensons aux exemples concrets. Quand Israël a bombardé le réacteur nucléaire syrien en 2007, il n'a pas demandé la permission à Washington. Il l'en a informé avec quelques heures d'avance. Quand il a tué le général iranien Qassem Soleimani, c'était bien une opération américaine, mais le renseignement qui l'a rendu possible provenait en grande partie d'Israël. Quand Netanyahou s'est présenté devant le Congrès américain en 2015 pour s'opposer directement à l'accord nucléaire qu'Obama négociait avec l'Iran, il l'a fait en défiant ouvertement le président en exercice. Aucun autre allié au monde n'aurait pu faire cela sans conséquences dévastatrices pour la relation bilatérale. Israël l'a fait et la relation a survécu. Cela nous dit quelque chose sur la nature réelle du lien. Ce n'est pas une alliance entre égaux, mais ce n'est pas non plus la relation entre un patron et son subordonné. C'est quelque chose de plus complexe, de plus interdépendant, avec une dynamique de pouvoir qui s'est progressivement déplacée dans une direction que l'analyse de Xuquin identifie correctement, même si ses conclusions sur la destination finale de ce déplacement restent discutables. Si on accepte même partiellement cette lecture, la question qui surgit naturellement est « qu'est-ce que cela signifie pour le reste du monde ?» Qu'est-ce que ça signifie pour l'Amérique latine, pour l'Afrique, pour l'Asie, pour tous les acteurs qui ne sont ni l'hégémon en déclin ni le potentiel successeur? Ça signifie plusieurs choses qui méritent d'être articulées. Premièrement, le coût de la transition hégémonique est toujours payé par les plus vulnérables. Quand Rome s'est effondrée, les provinces périphériques furent les premières à se retrouver sans protection, sans commerce stable, sans accès aux ressources du centre. Quand l'Empire britannique s'est retiré d'Asie et d'Afrique, il a laissé des frontières artificielles, des conflits ethniques non résolus et des économies dépendantes qui ont mis des décennies à trouver leur propre direction. Si nous sommes au milieu d'une transition du pouvoir américain vers quelque nouvelle configuration, les pays qui dépendent le plus de l'ordre actuel pour leur stabilité et leur développement sont ceux qui ont le plus à perdre. Deuxièmement, dans les périodes de transition hégémonique,
la multipolarité n'est pas automatiquement meilleure que l'hégémonie. L'hégémonie, quand elle fonctionne, fournit une certaine prévisibilité. Il y a des règles, même si elles sont injustes. Il y a un arbitre, même s'il est partial. La vraie multipolarité, le monde où aucun acteur n'a suffisamment de puissance pour imposer un ordre, peut-être un monde de chaos permanent où les conflits locaux s'emballent sans contrôle parce qu'il n'y a personne avec suffisamment d'autorité et de volonté pour les freiner. Le Moyen-Orient aujourd'hui est un exemple de ce qui peut arriver quand de multiples puissances régionales opèrent sans cadre d'ordre effectif. Troisièmement, l'analyse de Xuquin, au-delà de ses conclusions sur Israël spécifiquement, nous signale quelque chose qui devrait nous préoccuper tous. Elle nous dit que les élites financières mondiales cherchent activement une nouvelle encre pour l'ordre international. Et que dans cette recherche, les critères qui comptent sont l'efficacité, l'unité et la détermination, pas la démocratie, pas les droits humains, pas le bien-être des populations. Si c'est exact et il y a des raisons de penser que ça a une part de vérité, alors l'ordre qui émerge de cette transition pourrait être un ordre construit selon des critères très différents de ceux qui ont justifié l'ordre libéral d'après-guerre. C'est là un signal d'alarme pour tous ceux qui croient que le système international devrait s'organiser autour de principes plus larges que la simple efficacité du pouvoir. Et on arrive finalement à la question que je crois être la plus importante de toutes, y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire ? Ou sommes-nous simplement en train d'observer un processus historique qui se déploie avec sa propre logique imparable ? Ma lecture est que les processus hégémoniques ne sont pas complètement déterministes. Ils ont des inerties puissantes, oui. Mais ils ont aussi des points d'inflexion où les décisions d'acteurs spécifiques peuvent modifier la trajectoire. Le problème est que ces décisions requièrent une clarté analytique, un courage politique et une capacité de coordination qui font aujourd'hui défaut aux acteurs qui bénéficieraient le plus d'un ordre alternatif. Le Sud global, en théorie, a les chiffres pour construire un contrepoids. Plus de 80% de la population mondiale vit en dehors du noyau occidental. Mais la fragmentation des intérêts, les rivalités historiques et la dépendance économique vis-à-vis des institutions de l'ordre actuel font que cette majorité numérique se traduit rarement en pouvoir politique effectif. La Chine a l'échelle et le projet pour être l'hégémon alternatif le plus évident. Mais son modèle de gouvernance génère des résistances profondes même parmi les pays qui en dépendent économiquement. Et sa relation avec l'ordre libéral international est ambiguë, elle en bénéficie quand ça lui convient et le défie quand ça la gêne, ce qui rend difficile qu'elle soit perçue comme la fondatrice d'un nouvel ordre légitime. L'Europe a les valeurs et les institutions, mais manque de la volonté politique et de la capacité de défense autonome pour projeter de la puissance mondiale de façon indépendante. Ce qui nous laisse un panorama où la transition hégémonique que Xuquin décrit qu'Israël soit ou non l'acteur qui finit par occuper le centre est réel. Le déplacement du pouvoir américain est réel. La recherche d'une nouvelle encre est réelle. Et le fait que ce processus se produise au milieu de conflits comme celui que nous venons de décrire au Moyen-Orient, avec toutes ses complexités et tous ses dangers, nous dit que le chemin vers tout nouvel ordre sera long, coûteux et imprévisible. Ce que nous pouvons faire, ce que je crois être notre responsabilité en tant que personnes qui cherchent à comprendre le monde dans lequel nous vivons, c'est résister à la tentation des récits simples. Résister à la tentation de voir ce processus comme un choc entre le bien et le mal, ou comme le destin inévitable de l'histoire, ou comme une conspiration parfaitement orchestrée par des acteurs omniscients. La réalité est plus compliquée, plus contingentée, sous certains aspects, plus porteuse d'espoir que n'importe lequel de ces récits. Les empires tombent. C'est vrai. Mais ce qui vient après n'est pas écrit. Et dans cet espace entre ce qui fut et ce qui sera, il reste encore une marge pour que les décisions humaines fassent une différence. C'est, au fond, ce qui donne tout son sens au fait de continuer à analyser, continuer à questionner et continuer à prêter attention à ce qui se passe dans ces 33 km d'eau dans le golfe Persique et dans tous les autres points de la planète où le pouvoir se redéfinit en ce moment.